En 1324, l'empereur du Mali, Mansa Moussa, accomplit son pèlerinage à la Mecque. Pour cela, il passe au Caire, et son passage au Caire ne passe pas inaperçu. C'est un roi, c'est le roi du Mali, et quand on le voit arriver au Caire, on comprend que c'est peut-être l'homme le plus puissant du monde. L'homme qui inonde le Caire de sa puissance, de son savoir et de sa richesse. Cette date, c'est un peu la vitrine de l'histoire du Moyen-Âge africain. Et il faut comprendre pourquoi elle est transmise jusqu'à nous. Car au fond, ce que l'on a à comprendre avec cette date, 1324, Mansa Moussa fait son pèlerinage à la Mecque, c'est comment l'histoire de l'Afrique ancienne peut faire date. Et on va entendre parler de cette date jusqu'en Europe, à la périphérie de l'Ancien Monde. Transportons-nous en 1380, à Paris. Nous sommes à la cour de Charles V, roi de France, aussi appelé Charles le Sage. Il a reçu du roi d'Aragon un cadeau diplomatique. C'est le fameux Atlas catalan. Dessiné par des cartographes juifs de Majorque, il réunit les savoirs géographiques du commerce maritime. Ce que montre donc l'Atlas catalan aux souverains d'Europe, c'est le monde connu, sillonné par des marchands arabes. Et en bas de la carte, il y a l'Afrique, le pays des Noirs. Ça et là, quelques villes qu'on identifie comme des lieux de pouvoir. Gao, Tombouctou, la ville de Mali. Et puis surtout, il y a cet homme à la peau noire, qui est un souverain et qui est identifié par la légende écrite en catalan comme le roi du Mali. Charles V doit pouvoir le reconnaître. On a donc affublé ce roi d'Afrique des attributs royaux européens. Il tient un sceptre fleur-de-lysée et porte une couronne. Toute la question posée par l'Atlas catalan, c'est est-ce qu'on peut, au fond, rendre possible, pensable, crédible, le fait qu'il y ait si loin des rois, pleinement rois, mais à la peau noire. C'est l'histoire, au fond, d'un homme noir sous le regard des Blancs. L'Empire du Mali s'étend sur un vaste territoire où se mêlent paysages désertiques et savanes arborées. Un territoire densément habité, même s'il l'est de manière hétérogène. Les espaces africains en contact avec le monde islamique sont le Sahel, qui court jusqu'au Nil, la Corne de l'Afrique, à l'est, et la côte Swahili, qui s'étire jusqu'aux littoraux tropicaux de l'hémisphère sud. Des milieux et des populations extrêmement variées alimentent les circuits de commerce du monde musulman. On s'échange du sel et des chevaux, mais on étanche surtout la soif d'or et d'esclaves du monde arabe. 3 à 4 tonnes d'or sont récoltées par an, et tout le bassin méditerranéen est irrigué par cet or. L'Empire du Mali est au cœur de ce système. Mansa Moussa est ainsi à la tête d'un royaume courtier qui fait commerce de produits de luxe, mais avant tout d'esclaves et d'or. Pour s'assurer que les intermédiaires ne se rencontrent jamais, un écran de légende s'interpose. L'or pousserait comme des carottes. On le cueille au printemps en déterrant sa racine quelque part sur des terres inaccessibles. Les légendes parlent plus que les archives du sol, où l'architecture en terre cuite livre peu de vestiges. Les archéologues rêvent pourtant de découvrir où était la capitale du Mali médiéval. Ils font des suppositions à partir de noms flottants. Nani, Bati, Bani, Bali. La légende dit que dans la première moitié du XIIIe siècle, un roi du nom de Soundiata revint d'exil pour délivrer son royaume d'un tyran esclavagiste, le roi des Sosso. Le royaume du Mali serait né de cette libération. Mais bientôt, les rois du Mali organisent à leur tour la traite d'esclaves. Ces rois du Mali, il y en aurait eu 8 entre Soundiata et Mansa Moussa. 2 d'entre eux ont accompli leur pèlerinage à la Mecque, Mansa Wali et Mansa Sakoura, le Sahel étant islamisé depuis le XIe siècle au moins.
Puis il y a un troisième sultan voyageur, c'est Muhammad. On raconte qu'en 1312, il embarqua pour l'océan qu'il ne pensait pas infranchissable. Avant de disparaître en mer, c'est à Mansa Moussa qu'il confie le pouvoir. Moussa règne peut-être jusqu'en 1337. C'est après 12 ans de pouvoir qu'il entreprend son pèlerinage à la Mecque. À l'inverse de son prédécesseur, Mansa Moussa ne se lance pas dans l'inconnu. Il va à la Mecque, comme tout bon musulman. On ne sait pas exactement d'où il part, puisqu'on ne connaît pas la capitale du Mali. Mais disons que de Tombouctou au Caire, c'est 4900 km. Si on fait 30 km par jour, ce qui est raisonnable en caravane, ça fait quand même 6 mois. Qu'est-ce qu'on sait de ces 6 mois? Rien. Cette caravane est très nombreuse, mais elle va être flashée, si j'ose dire, au Caire. Dans ce phare documentaire, qu'est la très grande ville, la plus grande ville du Proche-Orient islamique, alors, le Caire. Ce qui entre dans la lumière kérote et qui, dès lors, fait irruption dans l'histoire est purement extraordinaire. Voilà la caravane malienne qui arrive après 6 mois de traversée du désert. On parle de 60 000 hommes, plus probablement 10 000, ce qui est déjà beaucoup. C'est un véritable état nomade qui arrive au Caire ce jour-là, la cour de Mansa Moussa et des milliers d'esclaves pour le servir, sans compter des milliers de soldats qui gardent le trésor, car le roi du Mali transporte avec lui 12 tonnes d'or. Il veut éblouir le cœur du monde islamique. On est alors à l'apogée de la puissance de l'Égypte mamelouk, sous le long règne du sultan Al-Malik al-Nasir. Les Mamelouks sont les seuls à avoir résisté à l'invasion mongole au milieu du XIIIe siècle. Après la chute de Bagdad en 1258, le calife abbasside s'est réfugié au Caire, ce qui assoit encore un peu plus la légitimité religieuse du sultanat égyptien. Lorsque Mansa Moussa arrive au Caire, il est donc au centre diplomatique et politique du Proche-Orient islamique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mansa Moussa entre dans la lumière très intense d'une des plus puissantes productions historiographiques du Moyen-Âge, qui est en fait la capacité de l'historiographie mamelouk en Égypte et en Syrie à imprimer des événements et à en garder la trace et la mémoire. Cette mémoire mamelouk est majoritairement une mémoire construite sur des annales. À chaque année, ces événements. Et donc, 1324, c'est l'année Mansa Moussa. C'est ce que racontent tous les grands écrivains mamelouks du XIVe et XVe siècle. Ibn Kathir, Ibn Khaldoun, Al-Makrizi. Et puis, il y a Al-Umari, un savant qui arrive de Damas en 1328 pour s'installer au Caire. Il y écrit les Massalik, un inventaire du monde dans lequel il consacre un chapitre entier au royaume du Mali. Car Al-Umari, venu au Caire 4 ans après le passage de Mansa Moussa, est saisi par la trace vivace que le roi du Mali a laissée. Il dit en substance « Je suis arrivé au Caire en 1328 et tout le monde ne parlait que de ça ». Est-ce que Mansa Moussa doit se soumettre à la prosternation qu'exige la présence du sultan mamelouk? Il le devrait. Mais Mansa Moussa lui-même arrive avec sa cour. On le regarde. Les Mamelouks le regardent, mais son peuple le regarde. Et son peuple est habitué à ne jamais le regarder dans les yeux. C'est un roi sacré. Personne n'a jamais adressé la parole directement à Mansa Moussa. Et quand on doit s'adresser en audience à lui, alors non seulement on se prosterne, mais on se jette à ses pieds, on se couvre de poussière et de terre. Donc là, il y a un choc entre deux rituels. Al-Umari raconte que voilà, le sultan lui dit « abaisse-toi » et il refuse.
Et puis, il y a un moment de flottement, et finalement, il se prosterne en précisant que c'est devant Dieu qu'il se prosterne. Et là, d'une certaine manière, c'est gagné, parce qu'il dit deux choses en même temps. Il dit « je ne suis pas un esclave et je suis un bon croyant ». La richesse du Mali, Mansa Moussa semble nous la montrer sur l'Atlas catalan. Il y tient cette boule d'or et rend visible au monde entier la source de sa puissance, mais aussi l'éclat de son souvenir. Une boule d'or qui devient le reflet de toutes les convoitises. L'Afrique est le plus vieil Eldorado du monde. Et le monde, le vieux monde, a faim d'or et d'esclaves. Mais le grand mouvement général de l'économie l'amène au fond à se rapprocher des lieux où l'or est extrait, sans jamais les atteindre et sans jamais les connaître. Car où est l'or? Dans la main de Mansa Moussa. Mais lui-même n'a pas extrait cet or. Il contrôle un système d'intermédiaires qui, eux-mêmes, ne savent pas de quel monde ils sont les intermédiaires. C'est l'ensemble du système de l'économie monde qui était dépendant de cet or africain. L'exploration du Nouveau Monde au XVIe siècle va mettre un terme à cette dépendance. C'est aussi la fin de l'extraction domestique de petits filons aurifères au profit d'une activité minière. Les circuits d'échange se réorientent. L'Afrique n'est plus au centre de la commercialisation des valeurs. C'est le début de l'histoire de la traite atlantique, ce grand détournement. L'Europe détourne son regard du continent qui l'avait tant fasciné pour ne s'intéresser qu'à son littoral, où elle vient s'emparer des esclaves. L'âge d'or africain tombe dans l'oubli.